Bonjour à tous et bienvenue. Voici le sommaire de cette édition. Le Népal envisage une coopération avec la Côte d'Ivoire. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, a ainsi été reçu en audience par la présidente népalaise Bidya Devi Bhandari. Une entrevue en marge des travaux du 6e rassemblement mondial du mouvement Sun pour le renforcement de la nutrition. En Côte d'Ivoire, une rencontre entre le ministère de l'Économie et des Finances et les coordonnateurs des projets financés ou cofinancés par les pays d'Asie. Projet évalué à plus de 2000 milliards de francs CFA. Les échanges ont permis de faire un point sur l'avancée de ces programmes et relever les difficultés rencontrées. Enfin, 2 morts et plusieurs blessés par balle lors de nouvelles manifestations hier à Conakry, en Guinée. Direction tout de suite Katmandou au Népal, où le vice-président de la République de Côte d'Ivoire participe au 6e rassemblement mondial pour le renforcement de la nutrition. Et en marge des travaux de cette rencontre, Daniel Kablan-Duncan a échangé avec plusieurs personnalités, dont Bidya Devi Bhandari, la présidente du Népal. Les 2 pays envisagent de mettre en place une coopération. Les explications de Bahama Traoré. C'est la première visite officielle d'une autorité ivoirienne en terre népalaise. D'ailleurs, les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Népal ont été officiellement établies le 16 juin 2017. Cette rencontre entre le vice-président ivoirien et la présidente du Népal, Bidya Devi Bhandari, a donc permis de jeter les bases d'un cadre formel de coopération. Notre suggestion a été que peut-être qu'on charge les ministres des Affaires étrangères à donner des instructions aux ambassadeurs qui sont donc au niveau des Nations Unies, de manière à ce qu'ils travaillent sur une plateforme qui peut servir donc de base à cette coopération. Quand je regardais les échanges, ils sont très très faibles. On a 25 millions d'échanges de francs CFA, c'est pas grand-chose. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut échanger, notamment dans le domaine du bois. Il peut être aussi par le cacao de Côte d'Ivoire, puisqu'on a donné un élément et ils apprécient ça. Et aussi, donc, je pense dans le domaine du tourisme. Le Népal a 1 million de touristes. Hormis donc les Indiens, comme j'ai indiqué, puisqu'ils sont frontaliers à ceux-là. La Côte d'Ivoire, 2 millions de touristes. C'est un pays, ce sont 2 pays quand même de tourisme, même si c'est des touristes différents. Ça peut être aussi un objet donc, de coopération dans ce domaine. À la suite de cet entretien, le vice-président de la République a pris part à la réunion de haut niveau des 27 membres du groupe principal du mouvement Sun pour le renforcement de la nutrition. Le lieu pour Daniel Kablan-Duncan d'exposer sur les progrès réalisés par son pays ces dernières années, à savoir la baisse du taux de prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans de 29,8% en 2012 à 21,6% en 2016. Sur la même période, le taux de l'allaitement exclusif est passé de 12% à 23,5%. Au niveau de l'engagement politique, notons la création récente par le chef de l'État du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. Dans l'agenda du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, également cette rencontre toujours à Katmandou au Népal avec Gerda Ferbour, la coordinatrice du mouvement Sun. Ces 2 personnalités ont échangé sur les progrès de la Côte d'Ivoire en matière de nutrition. Retrouvons Mahama Traoré. Daniel Kablan-Duncan, nommé par le secrétaire général des Nations Unies comme nouveau membre du groupe principal du mouvement Sun, le vice-président de la République fait désormais partie des leaders mondiaux engagés dans la lutte contre la malnutrition. Selon la coordinatrice du mouvement Sun, cette nomination résulte des efforts accomplis par le gouvernement ivoirien dans le domaine de la nutrition. La Côte d'Ivoire est l'un des 61 pays du mouvement Sun et les autres pays peuvent apprendre beaucoup du leadership de la Côte d'Ivoire en matière de nutrition. Et pour cette raison, j'ai demandé aussi au vice-président d'élaborer sur la manière dont ils impliquent le secteur privé dans la lutte contre la malnutrition. Pour les défis à relever au plan national en matière de nutrition, il faudra compter sur l'appui de l'UNICEF. C'est à ce titre que la directrice exécutive de l'institution est venue échanger avec le vice-président de la République. Nous avons un dossier important qui va être lancé, je crois c'est le 14 novembre, sur l'allaitement en Côte d'Ivoire, qui va permettre de pousser l'allaitement maternel en Côte d'Ivoire, du taux qui était déjà 12% en 2010, je crois,
on est actuellement autour de 23,5%. Et le président a demandé qu'on pousse là et on va passer aux 23,5% que nous avons actuellement à 50% en 2020. Et l'objectif, c'est d'aller donc à 70% en 2025. Et nous avons échangé avec eux aussi sur le dossier de l'iode, le sel iodé, parce que là aussi c'est important, il y a le goitre qui se développe dans certaines régions, mais aussi, vous savez, au niveau des enfants, quand ils n'ont pas assez de sel iodé dans leur alimentation, ça pose des problèmes au niveau donc, des cellules nerveuses. Donc l'UNICEF va nous aider à ce sujet. Et c'est important l'appui que l'UNICEF apporte sur différents dossiers. Tous les progrès réalisés par l'État ivoirien en matière de nutrition sont le fruit de la mise en œuvre d'un plan national multisectoriel lancé en 2016 pour un montant de 267 milliards de francs CFA. Retour en Côte d'Ivoire, quel bilan à mi-parcours pour le programme social du gouvernement 2019-2020 ? Ce plan veut renforcer l'action sociale à travers des projets majeurs, réformes et autres mesures d'accompagnement. Le ministre de la Communication et des Médias, également porte-parole du gouvernement, Sidi Touré, était récemment face à la presse nationale et internationale. Les détails avec Amadou Ouattara. Immeuble Siab, Abidjan commune du Plateau. Ministère de la Communication et des Médias. Ici se tient la 3e conférence trimestrielle relative au programme social du gouvernement 2019-2020. Le porte-parole du gouvernement est face à la presse. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a instruit le gouvernement de mener les actions de référence visant à permettre aux populations ivoiriennes, notamment les plus vulnérables, de voir leurs conditions de vie nettement améliorées, en vue de réduire le taux de pauvreté et les inégalités en Côte d'Ivoire. Le PS Gouv, c'est 156 actions, 67 projets majeurs, 57 réformes et 32 mesures d'accompagnement de l'action sociale réalisées. Au 30 septembre 2019, le montant total engagé dans les différents projets s'élève à 191,5 milliards de francs CFA, soit un taux d'engagement global de 52%. La santé, l'éducation, l'électricité, l'eau, les infrastructures routières se trouvent en bonne place dans ce programme social du gouvernement. Après le recrutement effectif de 10 300 enseignants du préscolaire et du primaire et du secondaire, dont nous vous faisions état en août dernier, 5 300 enseignants du primaire et 75% des 5 000 enseignants du secondaire ont été formés. 108 000 tables bancs sont désormais disponibles, contre 40 000 lors du dernier bilan. Et les commandes ont été passées auprès de 14 PME ivoiriennes pour une livraison de la totalité des 250 000 tables bancs d'ici décembre 2019. La phase active de la CMU, couverture maladie universelle, est effective depuis juillet 2019. Les prestations, vous le savez, ont démarré le 1er octobre 2019. 2 979 469 personnes sont ciblées et 1 232 192 cartes ont été produites, dont 658 137 distribuées. Se prêtant aux différentes questions des journalistes, le ministre de la Communication et des Médias fait état de 14 464 km de routes profilées sur un objectif de 40 000 km à traiter. Pour Sidi Tiemoko Touré, les populations commencent à ressentir l'effectivité du PS Gouv. Une annonce qui est très opérationnelle aujourd'hui, qui est vécue par les populations urbaines, mais aussi rurales. Et donc, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'eau, des infrastructures, tous les points qui peuvent permettre aux populations de sentir une nette amélioration de leur quotidien, nous sommes à la tâche, grâce au Premier ministre. Le programme social du gouvernement a été adopté pour un coût initial de 727,5 milliards de francs CFA pour la période 2019-2020. Pour toucher davantage de populations, le président de la République, Alassane Ouattara, a augmenté le volume d'activité. Ainsi, le budget révisé du PS Gouv s'établit à 1003,4 milliards de francs CFA. Le financement mobilisé est disponible pour l'année budgétaire 2019, se chiffre à 368,3 milliards de francs CFA.
Singapour veut renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire, notamment dans l'agriculture et les technologies de l'information et de la communication. Des membres du gouvernement singapourien en visite à Abidjan ont eu il y a quelques jours une séance de travail avec plusieurs ministres ivoiriens. Le point avec Kolo Koulibaly. C'est le ministre de l'économie et des finances qui a dirigé la séance de travail avec la délégation gouvernementale singapourienne au nom du Premier ministre. Adama Koulibaly était accompagné de plusieurs ministres ivoiriens. Il s'est d'abord réjoui de l'intérêt que le Singapour manifeste à l'égard de la Côte d'Ivoire avant de rassurer la délégation sur les indicateurs de la bonne santé de l'économie ivoirienne. Un secteur privé dynamique, un taux de croissance de 8% en moyenne, un climat des affaires amélioré. Le gouvernement ivoirien œuvre à la mise en place de la stratégie Côte d'Ivoire 2030. La coopération entre les secteurs privés ivoiriens et singapouriens que nous appelons de tous nos voeux pourrait contribuer à la réalisation de cette transition dans les domaines de l'agriculture, de l'agro-industrie, de l'énergie, des transports, du tourisme, des technologies de l'information et de la communication et de la santé. Le Singapour, pays d'Asie, est aussi connu pour ses performances économiques tirées à 70% par le secteur des services et une révolution technologique. Le chef de délégation a inscrit cette visite dans le partage d'expériences pour le développement des deux États. Singapore companies are major. Dans le domaine de l'agriculture, le Singapour a joué un grand rôle au niveau de la transformation des produits en Côte d'Ivoire et également dans d'autres domaines. La force de Singapour réside également dans le domaine de la planification urbaine et dans le logement. Donc nous pensons que nous pouvons apporter cette expérience à la Côte d'Ivoire. Donc nous voulons renforcer notre coopération au niveau des secteurs privés, mais également au niveau des États. Les parties ivoiriennes et singapouriennes se sont félicitées de l'excellence de leur coopération. Le 24 août 2014, la Côte d'Ivoire et le Singapour ont signé un accord de protection réciproque des investissements. Les deux pays se préparent à adopter un texte sur la non-double imposition. Le mécanisme est en cours d'élaboration. Je vous annonçais dans les titres cette rencontre entre le ministère de l'économie et des finances et les coordonnateurs des projets financés ou cofinancés par les pays d'Asie. Ces différents programmes de développement évalués à plus de 2000 milliards de francs CFA ont connu un taux d'avancement faible au cours de la période 2017-2018. Les échanges ont aussi permis d'exposer les difficultés rencontrées. Jean-Jacques Kwame. Environ 2250 milliards de francs CFA, ce sont les ressources financières apportées par les partenaires asiatiques à la Côte d'Ivoire. Au total, 34 projets sont concernés par ce portefeuille asiatique qui a enregistré un taux de décaissement de 49,2%. Un niveau d'exécution jugé pas fameux par le représentant du ministre de l'économie et des finances à cette rencontre de la cellule de coordination des projets financés ou cofinancés par l'Asie. Les revues de 2017 et 2018 ont relevé que le niveau relativement faible des taux de décaissement s'explique en partie par les difficultés rencontrées par les coordonnateurs de projets dans la mise en œuvre des projets dont ils ont la charge. Les revues que nous organisons chaque année représentent une opportunité pour retenir des actions prioritaires dont la réalisation permettra de consolider l'exécution des projets dans ces maillons qui connaissent des faiblesses persistantes. Pour un meilleur suivi, un contrat de performance est à l'ordre du jour entre les coordonnateurs projets et le ministère de l'économie et des finances. Il faut désormais noter les coordonnateurs de projets. À partir du moment où le bailleur du fonds a décaissé les fonds, ce n'est pas normal que le projet reste là dans la léthargie. Si les dossiers sont bloqués au niveau du ministère de l'économie et des finances, notamment au niveau du paiement du trésor, il faut qu'il soit à mesure de le dire. À notre niveau, c'est surtout le décaissement. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que la contrepartie ivoirienne a été mise en place très tôt? Alors, tous ces éléments-là, il faut pouvoir le dire. Ces recommandations instaurées permettront une évaluation semestrielle des projets financés par l'Asie, entendez Chine, Corée, Inde et le Japon.
Intéressons-nous à présent au programme de partenariat sectoriel à l'initiative de l'organisation non gouvernementale américaine Rainforest Alliance. Les acteurs ivoiriens de l'agriculture et du développement se sont réunis récemment dans le cadre de ce plan. Il s'agissait pour cette ONG américaine de partager les résultats obtenus au cours de ce programme de partenariat sectoriel en matière d'amélioration des ressources cacaoyères. Franck Quadio. Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao avec plus de 2 millions de tonnes par an. Une culture agricole qui fait 10% du produit intérieur brut, confrontée néanmoins à de nombreux défis, au nombre desquels le travail des enfants et la déforestation. L'État s'attelle à les relever, les privés aussi. En organisant cet atelier, Rainforest Alliance entend contribuer également au rayonnement du cacao ivoirien sur l'échiquier international. Notre objectif global, c'est de faire en sorte que le secteur du cacao soit un secteur viable. Connaissant le poids donc, de l'économie cacaoyère dans l'économie globale de notre pays, nous avons, notre contribution à donner en ciblant bien sûr un certain nombre de thématiques pour lesquelles nous pensons avoir suffisamment d'expérience et travailler aussi en collaboration avec un certain nombre d'acteurs clés pour faire en sorte qu'ensemble nous arrivions à trouver des solutions holistiques face à des sujets qui sont des sujets majeurs, des sujets importants. 2 jours de réflexion, 2 jours pour partager avec les acteurs tant du privé que du public les progrès réalisés dans le cadre du programme dit de partenariat sectoriel. Nous souhaitons qu'au travers de tous ces projets, toutes ces initiatives, ce soit le secteur agricole qui soit bénéficiaire, qui puisse se développer et avoir encore de nouvelles initiatives, des innovations. Une chose est d'implémenter et une autre chose est de voir comment est-ce que les populations se comportent sur le terrain. Quel est l'état d'avancement de nos activités sur le terrain. Et donc nous avons répondu à cet atelier pour vraiment renforcer nos capacités en la matière. Débuté en 2016, le programme partenariat sectoriel prend fin en 2020. En plus de la déforestation et le travail des enfants, l'adaptation au changement climatique, la gestion de l'eau et la productivité ont été aussi abordés à cet atelier. Dans l'actualité nationale également, des poubelles et autres véhicules de collecte des ordures ménagères remis à 36 communes. Ce matériel de salubrité est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. Ce don du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux collectivités locales. On en parle avec Grace Kando. Du matériel de salubrité remis à 36 communes d'un coût global de plus de 2 milliards de francs CFA. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux collectivités lancé par le gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir ce matériel. Nous allons l'utiliser en bon père de famille pour que nos populations, en tout cas pour que les villes soient propres. Nous sommes 201 communes et nous souhaitons que toutes les villes de Côte d'Ivoire soient au même diapason, au rythme de la qualité de vie pour l'ensemble des concitoyens de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il me charge de vous dire merci et il vous charge de porter le plaidoyer le plus haut possible pour que vous ayez les moyens de permettre à tous les maires de Côte d'Ivoire d'être opérationnels. En 2018, 33 communes ont aussi bénéficié de matériel de salubrité d'une valeur de 700 millions de francs CFA, ce qui fait à ce jour plus de 2 milliards 700 millions injectés dans le secteur de la salubrité. Occasion pour la ministre Anne-Désirée Ouloto de revenir sur les réformes entreprises. Je voudrais citer entre autres la création de l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, la mise en place d'une plateforme de collaboration avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'UVIC aussi, la concession du service public de propreté à des opérateurs de compétences internationales dans l'agglomération d'Abidjan, ainsi que dans la région du Sud Comoé. La construction et l'exploitation d'infrastructures modernes, dont un centre de valorisation et d'enfouissement technique à Kosiwan. Utiliser le matériel de salubrité à bon escient, c'est le message adressé aux bénéficiaires. Chers élus locaux bénéficiaires de ces dons, le gouvernement de Côte d'Ivoire vous fait confiance pour la bonne utilisation de ce matériel, pour son entretien, afin que lorsque viendra l'heure du bilan, vous n'en présentiez plus que vous n'avez reçu. Je voudrais vous engager à œuvrer pour la propreté de vos communes, pour le bien-être
de vos populations en utilisant ce matériel dans des conditions optimales. Le programme d'appui aux collectivités en matière de salubrité prend fin en 2020. Toujours en Côte d'Ivoire, la célébration de la journée africaine de la jeunesse. Les festivités se sont déroulées récemment dans la région du Tchologo, dans le nord du pays. Les jeunes se sont ainsi engagés à promouvoir la paix dans le pays et devenir des acteurs clés pour le changement social. Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Centre culturel de Fekese-Dougou, les jeunes de ce département, avec eux, ceux de Wangolo-Dougou et de Kong, prennent part à une assise. Il s'agit de renforcer l'engagement des élus locaux et de tous les acteurs de programmes en faveur des jeunes dans la définition d'une politique locale pour le développement, la paix, la cohésion sociale et la solidarité dans la région du Tchologo. Des assises qui s'inscrivent dans le cadre de la journée africaine de la jeunesse. Nous savons que rien ne peut se construire sans la jeunesse, c'est eux l'avenir de la nation. Et cette journée, c'est pour reconnaître leur rôle essentiel en tant qu'acteurs de changement, en tant que leader, en tant que force de changement pour notre nation, notre belle Côte d'Ivoire. Défilé des associations de jeunesse, séances de fitness, sketch en langue locale, danse, sport, les jeunes ont accordé beaucoup d'intérêt à cette journée. Leur engagement est certain. Nous avons fait 2 jours de travail. Vraiment, ça a été très bien pour nous. Ça nous a permis, en tout cas, de comprendre le rôle de la jeunesse en général. Une jeunesse qui pourra compter sur le gouvernement. La journée africaine de la jeunesse a été initiée en 2006. Elle est une occasion pour la jeunesse d'affirmer tout son potentiel. Découvrons ensemble maintenant le programme Seconde Chance. Il a été élaboré par le Rotaract Club Abidjan. Ce club service permet ainsi aux jeunes filles déscolarisées de reprendre leurs études. Pour cette année académique 2019-2020, 20 jeunes filles apprennent à lire, écrire et calculer. Elles ont reçu récemment des kits scolaires lors d'une cérémonie à l'école primaire publique à Liodan Bad 2 du quartier Anoumabo, dans la commune de Marcory. Christelle Bédéja et Régis Kofi. Estelle, vendeuse de beignets à l'EPP à Liodan Bad 2 d'Anoumabo, n'a jamais été à l'école. Je ne connais pas tout mon nom. Maman ne m'a pas dit. Je ne suis pas partie à l'école. J'ai envie de partir, maman dit qu'elle n'a pas l'argent. Comme Estelle, elles sont nombreuses, ces filles non scolarisées qui espèrent bénéficier d'une formation en alphabétisation en vue de leur épanouissement. Une possibilité qu'offre le Rotaract Club Abidjan Excelsior à travers son programme Seconde Chance. Moi, je fais la coiffure. Depuis que je suis le cours, il y a le tout que je ne faisais pas avant, mais maintenant j'arrive à faire. Genre, bon, je peux écrire un message pour envoyer les gens, je peux pas quelque chose, je peux lire facilement. Voilà, ça me plaît de répondre les cours. Ça m'apprend à comprendre beaucoup de choses, ça m'apprend à lire, à écrire, à connaître les choses de la vie. Seconde Chance donne la possibilité à des jeunes filles non scolarisées de suivre une formation afin de savoir lire, écrire et calculer. Une formation qui n'est pas sans difficulté. La formation, c'est compliqué parce que c'est des gens qui, toute la journée, elles sont en train de vendre. La ponctualité, c'est un problème. L'assiduité, c'est un problème. Parce qu'il y a d'autres problèmes annexes qui rentrent en ligne de compte. Soit les parents sont dit tu dois exécuter telle tâche à la maison avant de venir, ou bien même au cours de l'année, il y a abandon. Conscient qu'éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Nous sommes là pour permettre aux jeunes filles de pouvoir retrouver le chemin des bancs pour qu'ensemble, on puisse avoir un taux d'analphabétisation de 0% en Côte d'Ivoire. Au total, ce sont 20 filles issues de tous les secteurs d'activité informelle qui bénéficieront d'une formation gratuite d'alphabétisation à tous les niveaux du primaire, à savoir du CP1 au CM2. Le Rotaract Club Abidjan œuvre en faveur d'une amélioration de la qualité de vie en répondant aux besoins matériels et sociaux des peuples. Découvrir un instrument de musique, approfondir ses connaissances théoriques et pratiques. Cette formation en musique est proposée aux élèves par le Collège Sainte-Thérèse. Cet établissement scolaire de la commune de Koumassi a lancé il y a quelques jours des cours de musique. Patricia Etia. Collège Sainte-Thérèse de Koumassi. Ce mercredi après-midi, les élèves sont dans la cour de l'école. Certains se trémoussent au son de la musique. Oui, ils ont bien raison,
car c'est le lancement des cours de musique dans cet établissement d'environ 2000 élèves. Ces derniers mois, la pratique musicale collective a fait l'objet d'une attention particulière dans le cadre d'un plan ambitieux en faveur de l'éducation artistique et culturelle. Je vais procéder sur la base de 2 classes, c'est-à-dire la classe de 6e, 5e ensemble. C'est d'abord de faire des cours théoriques et puis par la suite diviser les classes et passer à la pratique. Dans le cadre de ce parcours culturel, toutes les classes sont concernées. Ces cours, d'une durée de 12 séances de 45 minutes, tous les mercredis après-midi, ont pour mission d'éveiller les élèves à la musique, de poser les premiers éléments d'une éducation musicale en favorisant l'écoute, le développement du sens artistique et la créativité. Grâce à la musique, on peut s'exprimer. Lorsque je vois les gens sont entre le jeu de la batterie, ça me plaît, j'aime la manière de faire. Mon enfant, je lui avais acheté une guitare. Au fur et à mesure qu'il grandit, on n'a pas la possibilité d'en avoir plus. Donc, j'aimerais le voir jouer un instrument de musique. En effet, en développant leurs facultés d'écoute et de rigueur, on constate une amélioration de l'attention et de la concentration. La musique à l'école permet une ouverture socio-culturelle, indique le fondateur de l'établissement. C'est vrai qu'on enseigne à nos enfants les maths, la physique, la chimie, mais la musique c'est très important. C'est une voie comme une autre, qui comprennent qu'un enfant peut ne pas être doué en physique, peut ne pas être doué en maths, et être doué en musique et faire la joie de tout un pays. Ce genre de projet induit une forte implication et motivation de la part des enfants et peut permettre à certains en difficulté de prendre goût à l'école. Il convient de noter la gratuité des cours de musique. Le but est de constituer un orchestre à la fin de l'année scolaire. Les professeurs espèrent voir se développer l'esprit d'équipe et le respect mutuel. En image, cet accident survenu au petit matin dans la ville de San Pedro, dans la région sud-ouest du pays. Un car de l'université Félix Houphouët-Boigny qui venait d'Abidjan, transportant des étudiants en Master 1 de géologie structurale, s'est renversé dans un caniveau. Bilan, 30 blessés, dont 3 grièvement. Ils ont été transférés au centre hospitalier régional de San Pedro. La problématique du genre dans la lutte contre la prolifération, la circulation illicite et le trafic des armes légères dans l'espace CEDEAO. Ce sujet a été débattu récemment lors d'un atelier organisé par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Abou Sanogo. Favoriser la prise en compte du genre dans les initiatives de la CEDEAO visant le contrôle des armes légères et de petit calibre et aborder la thématique sécuritaire relative à la prolifération et la circulation illicite des armes légères dans les États de la CEDEAO. C'est tout l'enjeu de cette rencontre régionale sur le genre, initiée par la COMNAT-ALPC, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Vous savez, le rôle le plus important que la femme peut jouer, c'est la sensibilisation. Vous savez, il n'y a pas mieux qu'une femme pour expliquer à son enfant, pour expliquer à son mari qu'il est important de rester loin de l'usage abusif de la prolifération et de la circulation illicite des armes légères de petit calibre. Par ailleurs, les experts auront à valider le rapport de base révisé et le plan d'action qui l'accompagne. Ces 2 documents vont selon eux faciliter l'intégration de la dynamique du genre dans la lutte contre la prolifération, la circulation illicite et le trafic d'armes légères et de petit calibre dans la région de la CEDEAO. La femme est un soutien à la paix. Ce que nous attendons de ces participants, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout, de confirmer les recommandations qui ont été faites, de telle sorte que la région CEDEAO puisse en bénéficier. Lorsqu'on veut changer pour quelque chose de mieux, il y a toujours des réticences. Et donc, ces recommandations prennent en compte ces réticences-là pour amener l'homme avec petit h à accepter que les femmes puissent intégrer leur domaine. Plusieurs sujets au centre de cette rencontre régionale, notamment les obligations au plan régional et international relatives au genre dans le contrôle des armes légères et de petit calibre et l'introduction aux obligations liées au genre dans les instruments de contrôle. Encore des manifestations en Guinée-Conakry, 2 morts et plusieurs personnes blessées par balle hier dans la capitale quand la marche organisée par l'opposition derrière les cercueils de ressortissants guinéens tués lors de récentes manifestations a dégénéré en heurts avec les forces de l'ordre.
Enfin, début aujourd'hui de la deuxième visite officielle en Chine du président français. Emmanuel Macron séjourne pendant 3 jours à Shanghai. Le président français entend défendre ses compatriotes entrepreneurs français pour une plus grande ouverture du marché chinois. C'est la fin de cette édition. D'autres informations sur notre site rti.ci.